Un terrain synthétique tout à fait anodin comme nous le voyons dans la plupart des villes de France. Mais ce terrain a tout de même une particularité car il a vu passer de nombreux professionnels comme les frères Fati, Tanguy Ndombele, Yohan Wissa et bien d'autres, sans compter le nombre de jeunes partis en centre de formation. Une petite ville qui a que le football pour regrouper ses habitants, donc seul un événement autour de ce sport peut créer un rassemblement à Épinay-sous-Sénart. Voilà d'où part ce qu'on appellera la Spinol Can. Régista s'est concentré sur la Spinol Can à partir des matchs à élimination directe, là où la pression est la plus haute. Le premier match se passe à 19h30 sous un soleil encore bien présent sur tout le stade. Ce match met en opposition les Dom-Tom invités de cette CAN et considérés comme l'une des équipes favorites, composée des frères Racon, du portier Orfel et du latéral Colonnette, puis d'autres joueurs de qualité, une équipe vraiment complète, mais qui néanmoins a subi quelques pertes dans le secteur défensif dues à des blessures pendant les poules. Ils sont face à une équipe de la Mauritanie qui a pour base la cohésion et l'entente. Composée essentiellement de la famille Yatera ou de familles proches, cela fait d'eux l'une des équipes les plus collectives de cette CAN. Ouais, c'est pas grave. Ok, on fait la victoire seulement nous. On fait la victoire. Chaud. Ouais, t'inquiète. Ce match a commencé très vite avec une domination mauritanienne qui a géré son match de bout en bout sans être vraiment effrayé. Un collectif et une envie beaucoup plus démonstrative s'est fait voir. Un groupe de supporters, constitué essentiellement de femmes et d'enfants, ont su soutenir leur équipe tout le match. Une équipe des Dom-Tom qui n'est jamais rentrée dans son match sort de cette compétition, sûrement avec quelques regrets. À la Mauritanie, on va essayer de tout donner jusqu'à la finale. Et pour nous. Le deuxième match de cette journée est l'un des plus grands derbys d'Afrique, mettant en confrontation l'Algérie avec l'attaquant Medjber qui s'est fait remarquer en enchaînant les buts pendant les phases de poule, qui a autour de lui une équipe qui est très solide, qui a fait d'eux les favoris de cette compétition avec 5 matchs, 5 victoires, toutes avec des scores larges. Et le Maroc avec comme moteur d'équipe Kali, qui a su faire jouer son équipe entourée de joueurs très combatifs, et l'homme de sauvetage sur la ligne, Hamza, une équipe qui s'est tout de même qualifiée qu'au dernier match des poules. On a su réagir. On les a fait revenir à 2-2. On est revenu à 3-2. On les laisse pas revenir à 3-3. Parce que c'est la pression. On revient à 2-2. On se reprend les mêmes buts que la première minute, le premier but. On fait de la merde, on les laisse. On les tue sur un joueur. Il y avait 2-0. On arrive à revenir encore à 3-2. À 2-2. Non, on fait la même erreur que le premier but. On se reprend le même but. Ce match a vu le Maroc ouvrir le score très vite, puis mettre en deuxième pas longtemps après. Puis l'Algérie s'est réveillée et a recollé au score, mais le Maroc, qui procédait par contre avec énormément d'envie, ont fini par faire craquer l'Algérie. Une victoire à l'envie et à la combativité pendant 60 minutes. Un cup algérien à féliciter qui n'a jamais abandonné son équipe. Nous avons eu la réaction d'un joueur algérien après ce match. Donc à son avis, qu'est-ce qui vous a manqué face au Maroc? On a manqué d'envie. On a mal commencé le match, on a pris le match à la légère. Ça s'est ressenti direct, ils avaient plus d'envie que nous, ils ont mis plus d'impact physique. On est rentré dans leur jeu en fait. Le premier match de cette journée oppose les Léopards du Congo qui ont pour mission l'opération Fimbu, des soldats déterminés avec pour lieutenant Blanco qui ne laisse aucune dérive, contre un autre invité de cette CAN, le reste du monde qui a pris du temps à démarrer dans cette CAN, mais qui a fini par se qualifier. Une équipe très équilibrée, chacun connaît son rôle sur le terrain avec un turnover bien effectué.
Vous avez tous une solution, tous un problème, tous une solution. Le truc le plus simple. Derrière, on s'en bat les couilles, on perd. Faut arrêter, on perd. On a la solution. Blanco, il va jamais au duel contre Kevin. On s'appuie sur Kevin, on arrive. C'est pour ça. Voilà. On joue à 2 millions, on est trop loin. Si on s'en tombe dans la facilité. Bien sûr. Je veux pas voir ça. Manu, Yannick, on tombe dans la facilité. Vos petits chichis là, j'ai dit, j'en veux pas moi. J'en veux pas de vos chichis. Si c'est pour. Si ça finit pas par un tir, par un centre, j'en veux pas. J'en veux pas, les gars. Les Congolais ont décidé de ne pas laisser de marge de manœuvre au reste du monde, ce qui a désorganisé l'équipe. Même si le Congo, beaucoup trop à l'aise, s'est laissé faire revenir au score, ce qui a installé un petit doute pendant un moment, mais qui s'est vite estompé. Une victoire de détermination et de mental de la part des Congolais. Le deuxième match est aussi l'un des plus gros derbys d'Afrique, avec d'un côté l'un des favoris de la compétition, le Mali comportant une colonne vertébrale très rodée en passant par Batili, Sidibé, Bissau et Touré, encerclés par la famille Ba. Une équipe très solide et rodée tous vers le même but, écraser leur adversaire. Face à eux, l'une des équipes les plus jeunes de la compétition, encadrée par le sélectionneur Fati, qui s'appuie sur des plus âgés, Daouda et Ptijo, pour canaliser cette génération. Le match a débuté sur les chapeaux de roue avec l'ouverture du score des Sénégalais, mais c'était sans compter sur la détermination malienne qui, à chaque but pris, revenait au score. Un match qui ne pouvait être départagé qu'au pénalty, où le Sénégal a réussi à tirer son épingle du jeu. Nous avons l'interview de Noah, défenseur sénégalais, après cette victoire. Qu'est-ce qu'on avait de plus par rapport au Mali? John avait une bonne équipe solidaire et on a joué jusqu'au bout, on n'a pas lâché. On savait que c'était pas les matchs de poule, on savait que c'était tu gagnes pas, tu rentres à la maison. Donc on était forts jusqu'au bout, tous ensemble, et on a gagné. Jusqu'au penalty, c'était un très bon match, bien joué aux Maliens et on va bien se reposer pour la suite. Une très belle opposition, une très belle opposition face à cette équipe du Mali. Il nous a proposé un beau jeu, mais les jeunes du Sénégal ont su faire la différence en fin de match grâce à la séance de tir au but. Klaus, latéral congolais après sa victoire contre le reste du monde, est resté pour analyser le match du Sénégal, son futur adversaire. Il nous a fait part de son sentiment avant son prochain match. Alors du coup, ton ressenti par rapport à ton match? Grosse victoire du Congo, on a lancé un message fort pour l'équipe qu'on va rencontrer en demi-finale. Ça va être le Sénégal. Ils ont gagné une belle victoire au penalty contre le Mali. Donc là, ça va être une belle demi-finale. On va essayer de tout donner pour essayer d'aller en finale. Est-ce que tu es confiant par rapport à ta prochaine rencontre? Confiant? Non, on n'est jamais confiant. Nous, on prend les matchs un par un. On respecte les adversaires parce que là, on a vu le Mali, ils n'ont pas respecté le Sénégal. Et au final, ils ont perdu. Nous, on respecte tous nos adversaires. Concentrés du début jusqu'à la fin du match. Et on va tout donner. On va tout donner, on est des léopards. Toujours. La première demi-finale, les Mourabitoun contre les Lions de l'Atlas. Ce fut un match très serré avec des Mauritaniens qui ont continué de mettre en valeur leur cohésion d'équipe, mais c'était sans compter sur la détermination inébranlable des Marocains qui fait face à toute épreuve et qui ont surtout gagné en confiance après leur match contre les Algériens. Ce match assez tendu s'est fini sur un score de parité. La séance de tir au but a dû les départager. Un héros s'en est sorti de cette séance et ce fut le gardien marocain Tami qui a repoussé 2 pénaltys et a donné la victoire aux siens. La deuxième demi-finale annonce la mise en place de l'opération Fimbu.
Nous sommes allés à la rencontre du chef supporter Nixon pour en savoir plus. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu supporter mon équipe nationale, la République démocratique du Congo. Tu es fier de ton équipe? Très fier, franchement, un parcours mitigé, mais on est en demi là. Là, on vise la finale ce soir. Tu penses que vous allez gagner contre le Sénégal ce soir? Ouais, on a nos chances. Largement? Ouais, largement. Et du coup, si le Congo gagne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Là, on est sur une opération, opération Fimbu, elle est en marche. On attend la finale pour l'activer, la mettre en œuvre. Tu peux nous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'opération Fimbu? Fimbu, en fait, c'est une manière de montrer à nos adversaires qu'on domine. On enlève notre ceinture et on fouette. C'est un peu comme nos parents nous fouettaient étant jeunes. Donc c'est comme une sorte de célébration en fait. C'est ça. Une célébration et un rappel. Tous les matchs, Depuis le début, depuis la création, je suis là. Je suis levé à Mobutu. et qu'est-ce qui te plaît le plus du coup dans cette carte? Que ce soit ma ville, que ce soit chez moi, qu'on voit le bon côté des choses. Et le côté quartier, tout ça, c'était trop cliché. Là, on montre qu'avec nos moyens, on arrive à faire quelque chose pour nous-mêmes. Ça marche plutôt bien? T'en es fier? Très fier. Merci. Vous savez ce que vous avez à faire. Hein. C'est notre peut-être 5e ou 6e match. Donc maintenant aller au bout, hein. Maintenant c'est la demi-finale, il faut gagner, c'est le Congo. C'est une équipe d'expérience en face. Et nous on a la jeunesse, on a la vitesse. Donc mettez de la folie comme je vous ai dit, mettez de la folie et ne vous arrêtez pas, ok? Vas-y, allez-y. Ah, l'envie, le mec. La même envie. La même envie. Face à cette équipe du Congo, les Lions de la Teranga sont reboostés grâce à leur victoire au bout du bout contre le Mali. Un match digne de la CAN avec énormément d'impact physique qui a joué en la faveur du Congo pendant les premières minutes du match, mais la jeunesse sénégalaise ne s'est pas laissée faire jusqu'à en prendre les rênes du match en menant 2-1. Mais dans les dernières minutes, le Congo se procura un penalty pour revenir à égalité, mais celui qui pendant le match a été l'homme plus du Sénégal a encore empêché cette égalisation et a offert une finale à son pays. Nous l'avons retrouvé à la fin de son match. Bon alors déjà félicitations. Merci beaucoup, merci. T'es l'homme du match. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais bon. Quelques mots sur... Ouais, c'était un beau match, c'était serré au début. Après le deuxième mi-temps, on a essayé de faire le taf comme il le faut. Du coup, la chance elle était avec nous, du coup on l'a remporté. C'était un beau match, franchement, c'est rien à dire. Rien à dire. J'ai pas les mots, je suis ému, tu vois. Franchement, c'est la fierté, tu vois, Galsen. Allez les Lions. C'est fier de moi, c'est fier de mon pays, franchement. Je remercie tout le monde. Je remercie mes coéquipiers, tout le monde, l'entraîneur, tout le monde, le public aussi, franchement. Je fais un gros bisou à ma mère. Franchement. Mais cette Spinal CAN n'est pas un simple événement de football. C'est aussi un moment inoubliable pour toute une communauté de spinoliens, des retrouvailles et une joie partagée. Un groupe de supportrices a accepté de parler à notre micro. Vous êtes supportrice aguerrie, vous êtes là à tous les matchs du Sénégal? Tous, oui, tous. Sans exception. On a essayé d'être là tous les matchs depuis le début. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cet événement? L'ambiance, le fait que tous les habitants se réunissent autour d'un événement, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que le reste de l'année, il n'y a pas forcément l'occasion de pouvoir se voir et là, c'était l'occasion de se retrouver. Donc, si c'était à refaire, ce serait renouvelé tous les ans? Ah oui, ah ouais. Complètement. Mais qui se cache derrière cette initiative, cette organisation et surtout comment ont-ils pu gérer un événement qui a pris cette ampleur sans débordement en satisfaisant toute une ville? Qui de mieux que les organisateurs pour nous l'expliquer? Vous qui êtes là devant moi aujourd'hui, comment vous avez fait pour organiser cette CAN qui est à la base, on va dire,
un effet de mode qu'il y a eu de ville en ville et comment vous avez pris les initiatives? Je vais répondre. Comme tu as dit, c'était un effet de mode. On s'est dit pourquoi ne pas le faire ici, en sachant que Épinay-sous-Sénart, c'est une ville familiale. Il y a beaucoup de football, les gens ils aiment le football. Donc on en a parlé entre nous. On s'est dit écoutez, venez, on essaie d'organiser une CAN, de faire comme les autres villes, mais à notre manière. On s'est dit pourquoi pas, on s'est réunis. On a fait peut-être 2-3 réunions, on en a discuté, comment faire l'organisation, comment ça va se passer. Et de là, on a commencé à lancer sur les réseaux sociaux, comme Kraken à Épinay, faites vos équipes, cherchez un référent par pays, pour que tout le monde fasse ses équipes, avec un délai de 1 semaine, si je ne me trompe pas, c'était ça, je crois. Un délai d'1 semaine pour construire une équipe de 8 joueurs avec 4 remplaçants. Le délai était court, on s'est pris tard un petit peu, entre guillemets, on va dire, on s'est pris tard un petit peu. Donc voilà. Et après de là, ça a bien pris. Hein. Ça a bien pris. Les référents, ils ont pris leur rôle à cœur, on va dire, puisqu'ils ont réussi à monter les équipes très rapidement. Comme il a dit, en 1 semaine. En 1 semaine, ils ont réussi à trouver donc 13 joueurs pour pouvoir constituer une équipe et représenter leur nation tout simplement sur la compétition. Le choix des personnes, comment il s'est fait? Par exemple, vous 4, vous êtes des amis, quelle relation vous avez en fait? On se connaît depuis tout petit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville familiale, on se connaît depuis tout petit. Chacun a ses relations. Donc on a joué un peu sur ça, comme lui il connaît ce monde-là, il peut ramener ce type de personnes-là. Pareil aussi, ce type de personnes-là, Lui il est bon dans l'informatique, il est bon dans ce truc-là. Donc on s'est dit, nous 4, on peut organiser un grand événement. Parce que chacun sait ce qu'il doit faire, entre guillemets. Et nous 4 réunis, on a entre guillemets un peu plus de force, avec le savoir-faire. On va essayer d'organiser une grande CAN comme ça, qui a pris un tel ampleur. Surtout qu'on l'a déjà fait auparavant, donc entre guillemets on en a un peu l'habitude. Comme Daouda par exemple, lui il s'y connaît en sécurité, Jordan il s'y connaît en événementiel, Boubou en tout ce qui est logistique, moi en tout ce qui est papier, courrier, tout ça. Donc au final, l'alchimie a pris direct. Donc c'était naturel que ce soit nous 4. Mais on a eu de l'aide d'autres amis, mais entre guillemets, c'est nous qui avons vraiment pris le relais pour la CAN. Par exemple, par rapport au côté financement, comment vous en êtes sorti financièrement, puisque vous n'avez pas de subvention, ça a été un événement qui a été organisé par vous seul. Donc comment on s'organise, comment on fait pour financer un événement comme celui-là? Comme ils l'ont dit, tu as vu, ça s'est fait en 1 semaine. Donc démarcher des sponsors, avec ce délai-là, c'est court. Donc financièrement, on va dire qu'on a tout fait tout seul, on va dire. Vraiment tout fait tout seul. Vraiment autonomie totale. Avec le temps, on a réussi à faire pas mal de choses et c'est déjà pas mal. Au niveau financement, on avait avec tous les référents des équipes, des pays, que chacun ramène au moins 1 ou 2 ballons. Comme vous savez très bien, comme les ballons, derrière il y a des buissons, ils partent à gauche, à droite, on perd des ballons, il y a des ballons qui sont crevés. Donc on a fait en sorte, avant le commencement de la CAN, que chaque référent de son pays vienne avec 2 ballons au moins, 1 ou 2 ballons. Ou sinon tout le reste, on a géré nous, tout le reste. Moi c'était fait en toute autonomie. Après comme le délai était court, on n'a vraiment pas eu le temps de voir plus grand. Mais avant tout, la CAN c'était plus pour le côté festif, retrouvailles dans la ville. Que voilà, c'est la CAN, c'est du football, mais avant tout, nous, on pensait plus au côté humain, le fait de se retrouver comme ça. Par exemple, lundi, le premier jour, on a réuni à peu près 1000 personnes. Franchement, ça a pris une ampleur dont on ne pensait pas. Donc c'était vraiment pour ce côté-là, des mamans, des jeunes, des plus vieux, des anciens. Donc après, franchement, le financement, c'était pas... Il a fallu quoi? Des ballons, le barbecue, c'est tout, grosso modo. Mais on n'a eu aucune aide extérieure. Les jeux de maillot aussi. Ouais, chaque pays a financé son jeu de maillot. Bon, après, c'était pas des tonnes et des masses, mais quand même. On s'est débrouillé. On s'est tous débrouillés tout seul. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice et voilà. C'est pour ça qu'il faut remercier les référents d'avoir joué le jeu. Parce que tous les référents, quand même, tous les pays ont été équipés. Même les pays arrivant la veille, comme la Guinée, par exemple, Africa United, des équipes qui ont été constituées la veille. Donc, tout le monde a joué le jeu en termes d'équipement, en termes de ballon. Donc franchement, il faut leur tirer notre chapeau.
coup, est-ce que c'est un événement que vous allez perdurer au fil des années et renouveler chaque année? Ça serait l'objectif. Ça serait l'objectif de pouvoir perdurer dans le temps. Oui. Là, on a fait une première édition, on va dire, très rapidement. Donc, voilà, en 3 réunions. Après, il y a nous 4 qui sommes présents là. Après, lors des réunions, il y avait d'autres gens aussi qui étaient là pour, comme il disait Daouda, apporter leur pierre à l'édifice, nous aider, etc. Donc ça, c'est... Même pour les idées, pour c'est ça. Tout. Après, là, pour cette édition, on va prendre le bon et le moins bon. On va essayer de garder ce qui est bon. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives. Donc, à mon avis, on va essayer de faire perdurer l'événement. Après, on ne sait jamais. Mais déjà, on s'y prendra à l'avance. On fera mieux, je pense. Mais oui, à terme, le but, c'est vraiment de chaque année que tout le monde puisse se retrouver, que ce soit un événement vraiment festif, quoi. Là, j'ai même des pays qui sont éliminés qui commencent à penser à 2020 déjà. Donc ça montre qu'il y a vraiment un vrai engouement. Donc oui, on va essayer de faire perdurer l'événement. J'aimerais savoir, pareil, pour l'organisation, comment ça se passe au niveau des arbitres et des gens qui font la sécurité au sein de l'événement? Déjà, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir des arbitres qui arbitrent en ligue, arbitres officiels. Voilà, on en a 2, 3 c'est ça. Donc on a de la chance déjà qu'ils viennent, qui nous donnent de leur temps. Et franchement, même si voilà, on s'est beaucoup engueulé avec eux, moi je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile. Moi personnellement je ne l'aurais pas fait. Et question sécurité, j'ai envie de dire sécurité c'est tout le monde. C'est tout le monde qui fait la sécurité. Il n'y a pas un tel... tout le monde est responsable en fait. Il y a nos mamans, il y a nos petits frères, il y a nos grands-mères, il y a des bébés. Tout le monde est responsable de tout le monde. Un référent, il peut faire la sécurité. Un joueur, il peut faire la sécurité. Lui, plusieurs fois, il a joué. Son match est fini, il est au fourneau directement. Donc voilà, c'est tout le monde la sécurité. Après, oui, il y a 3-4 personnes qui sont en place à des postes stratégiques. Et c'est facile comme ça. C'est très facile. C'est comme ça. Et ce qu'il vient de dire, en fait, Daouda, on revient à la même chose. Épinay, on est une famille. Ça reste un village en fait, Épinay. On se connaît tous, on a tous grandi ensemble. Et ça explique aussi peut-être le fait qu'on retrouve des bébés, des mamans, des grands-parents dans les gradins. Puisque voilà, on est vraiment une famille et là on retrouve cet esprit famille qu'on avait un petit peu perdu dans cette ville. On avait beaucoup perdu. On avait beaucoup perdu, voilà. Donc ça fait plaisir. Il y a des gens, des anciens qui sont venus sur l'événement. Ils ont vu des gens qu'ils n'avaient pas vus depuis 10 ans. 10, 15 ans et voilà, et tous les retours positifs qu'on peut avoir, ça nous donne encore plus envie de continuer et de perdurer avec cet événement-là. Si vous aviez un conseil à donner pour des jeunes qui aimeraient organiser une CAN et des événements dans leur ville comme celui-là, quels seraient du coup ces conseils? Ayez le mental, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, franchement... S'approcher des bonnes personnes, et ne pas écouter les ondis. Ouais. Faut pas écouter les ondis, sinon tu vas rien faire. Il faut de la rigueur, surtout de la rigueur, c'est important au niveau des horaires, au niveau de la sécurité, au niveau du calendrier des matchs, du planning, parce qu'il y a beaucoup de travail en amont, dans les plannings. Je pense à Jordan qui s'est un peu creusé la tête pour les horaires placés entre ceux qui ne sont pas disponibles, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Donc il faut beaucoup de rigueur pour un tel événement. Moi, ça use mentalement, donc il faut être prêt. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles durant l'organisation de l'événement? Moi je dirais, après je ne sais pas si on va me rejoindre, le plus gros obstacle on va dire que c'est peut-être le manque de soutien. Moi je partirais peut-être de ce principe-là. Mais après, le fait qu'il y ait le soutien de tous les spinoliens derrière, c'est largement suffisant et ça nous permet de continuer. Voilà, de continuer, même si on est avec une petite sono, même si on n'a pas de barnum. Enfin voilà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain, la motivation des gens et la bonne ambiance qu'il peut y avoir. Après, je sais pas si on a rencontré d'autres obstacles. De toute façon, cette CAN, elle a montré qu'on se suffit à nous-mêmes. Franchement, on n'a pas besoin de beaucoup. On a fait beaucoup avec peu. À part le manque de soutien, parce que quand on voit d'autres villes, moi je suis parti à Créteil par exemple, j'ai vu vraiment qu'ils avaient vraiment un réel soutien en termes de logistique et tout, donc c'est pas pareil. C'est sûr qu'on peut mieux faire avec ça, mais franchement, non, à part ça, je vois pas quel obstacle on peut rencontrer. Si tout le monde joue le jeu à fond, ça se passe bien.
Et tout le monde a joué à fond. Voilà. Tout le monde a joué le jeu, tous les pays ont joué le jeu. Donc, rien à dire. Moi, je veux juste remercier tout le monde en fait. Parce que comme on a dit, hein, c'est quelque chose d'usant mentalement. Il faut remercier tout le monde, tous les référents, tous les entraîneurs, tous les joueurs, les arbitres, les parents, tous les habitants. Parce que sans eux là, tu peux rien faire du tout. Et c'est important de souligner, tout le monde a été important. Tout le monde. Et franchement, je pense que l'année prochaine, c'est pratiquement sûr. Après, j'ai pas envie de m'avancer. Ça va être largement mieux, je pense. Pratiquement sûr qu'Algérie est en finale. Moi, perso, je parle de maintenant. Moi, Sénégal est en finale. D'ailleurs, je vais y aller. J'ai une finale à préparer. Donc, si tu veux, tu parles avec les autres. Les remerciements qu'il a fait, je pense qu'on les partage tous. Remercier aussi tous les gens qui étaient présents. Ouais, bien sûr. Toutes les personnes qu'on a oubliées. Toutes les personnes qu'on peut oublier. Après, on ne va pas citer de prénoms parce que justement, on va en oublier tellement, il y en a trop. Mais je pense qu'ils se reconnaîtront, que ce soit au niveau de la sono, au niveau de la sécu, au niveau de la constitution des équipes, des idées, des joueurs, des arbitres, les jeunes qui tiennent le barbecue, enfin le gardien aussi. Le gardien, parce que franchement, voilà, il y a beaucoup de gens à remercier. C'est important de le faire. Dès le début. Et pour Sénégal. Ouais. Allez les mecs, allez. Surtout écoutez-vous bien et Inch'Allah ça va le faire. Allez, Inch'Allah, à vous les gars. Une finale avec deux équipes qui n'avaient pas forcément l'étiquette de favoris s'affrontaient. Deux lions pour être le premier vainqueur de cette Spinal CAN. Ce match s'est vu très serré dès les premières minutes avec aucune prise de risque au début, mais une pression inhabituelle s'est vue emparer les joueurs du Sénégal, dont le Maroc a su en tirer profit en ouvrant le score. Mais une franche remise en question a été faite par le staff sénégalais et de ses anciens. Grâce à cela, la jeune équipe sénégalaise s'est mise à retrouver ses automatismes, puis à revenir au score et devenir le vainqueur de cette CAN. Nous avons eu la réaction de fin de match d'un joueur, Soso, marocain, fier de sa sélection. Après la défaite, j'aimerais vous dire que je représente toujours mon pays. J'ai mal marié, bien joué au Sénégal. Et merci à tout le monde. Allez, ciao. Le football est un sport qui rapproche tout le monde, qui fait oublier les problèmes et provoque de l'émotion, peu importe le niveau. Régista, le web média qui met en lumière ce qui ne l'est pas. Voilà, une petite pensée à Ronceron, mon gars. On est ensemble, on a gagné la CAN. On l'a fait pour toi, Sénégal. Pour toi, mon gars, t'inquiète pas. On pense à toi, même ici. Fleury, Réo, la sortie c'est du sûr, mon gars. On a gagné. Je pense qu'elle faire une fois pour toutes pour être honnête. Je suis le gars qui gâche tout sur un coup de tête. Juste pour une question d'honneur. Plutôt crever qu'être déshonoré. Le respect vaut bien plus que le bonheur. Hello, on revient des ténèbres. Ils voulaient du lot, vas-y tenez. Jupiter League sur la tenue. Les grands esprits se rencontrent là, c'est tendu. À deux, toi toucher le ciel. On laisse la mise sous linceul. Les restes soldats se font seuls. Les restes soldats se font seuls.